Les robots commencent à envahir le monde et seul un enfant de 9 ans peut l'arrêter. L'histoire commence lorsqu'un mystérieux robot nommé Pluto décide de détruire le monde. Il déclenche un gigantesque incendie dans la forêt et les pompiers tentent de l'arrêter. Ils se demandent ce qui a pu provoquer un tel désastre. Soudain, Reinhardt apparaît et tente de s'approcher de l'incendie pour retrouver son fils, Mont Blanc, mais les pompiers l'en empêchent. Il est triste car il ne sent plus le signal de Mont Blanc et il appelle son robot bien-aimé. Tout près, on voit la tête de Mont Blanc sur un tas de terre, et à côté, 2 branches qui ressemblent à des cornes. Ensuite, il y a un tunnel dans lequel des phares brillent. Il découvre du sang sur le sol. À ce moment-là, Jozicht se réveille d'un mauvais rêve. Sa femme, Elena, se précipite pour vérifier s'il va bien. Il lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et elle lui demande de faire une pause parce qu'il a l'air fatigué. Mais il insiste pour dire qu'il va bien. Plus tard, il descend prendre son petit déjeuner avant d'aller travailler. Il regarde les informations et il parle de la découverte des restes du Mont Blanc dans l'incendie de forêt et du fait qu'il s'agit d'une mort tragique. Ne voulant pas en entendre davantage, Jozicht éteint la télévision et part au travail après avoir reçu un appel. Il ne prend pas son petit déjeuner et dit au revoir à sa femme en lui promettant qu'à son retour, ils pourront planifier un voyage pendant ses congés, ce qu'elle accepte. Jozicht arrive sur la scène de crime qui lui a été confiée. La victime est un homme du nom de Bernard Lanck qui soutenait les lois visant à protéger les droits des robots. Il entre dans la pièce pour enquêter, mais l'inspecteur tente de l'en empêcher. Mais lorsque l'inspecteur apprend qu'il est d'Europol et qu'il voit la carte d'identité de Jozicht indiquant qu'il est d'Europol, il l'autorise à enquêter et l'informe de la situation. L'inspecteur pense qu'il pourrait s'agir d'un vol, mais Jozicht n'est pas d'accord. Il souligne que la chambre n'a pas été saccagée, mais endommagée. L'inspecteur demande à Jozicht ce qu'il pense qu'il pourrait s'agir d'un vol, alors qu'il lui montre le corps de la victime sous lequel des pièces en acier sont disposées en forme de V, un peu comme des cornes. Ils reçoivent un appel signalant que quelqu'un a franchi un poste de contrôle en courant. Toutes les unités se sont précipitées vers le poste de contrôle et ont trouvé un officier de police gravement blessé. Lorsqu'il demande des nouvelles de son partenaire, celui-ci répond que son partenaire, un policier robot nommé Robbie, a également été attaqué. Jozicht va voir le robot flic démantelé. Un autre policier les informe alors qu'un suspect de sexe masculin a été vu en train de courir vers une zone de réaménagement. Sans perdre de temps, Jozicht saute d'un pont et se précipite vers la zone de développement, armé de son pistolet. À l'intérieur d'un bâtiment religieux, il observe attentivement les alentours jusqu'à ce qu'il s'approche de l'homme suspect. L'homme crie et tombe à terre lorsqu'il voit l'arme de Jozicht pointée sur lui. Jozicht dit au suspect de ne pas se défendre. Il voit bien qu'il s'agit d'un toxicomane qui a pris de la drogue avant d'attaquer le policier robot. Il lui demande le nom du dealer et la date de leur rencontre. Il assure le toxicomane que si le dealer confirme son alibi, cela prouvera qu'il n'était pas sur les lieux du meurtre de Lanck. Alors que Jozicht s'apprête à arrêter le toxicomane et à lui lire ses droits, celui-ci l'attaque avec un tuyau. Le tuyau ne blesse pas le corps robotisé de Jozicht, mais le met en colère. Le type a peur pour sa vie, mais Jozicht le rassure en lui disant que son arme ne tire que du gaz somnifère et qu'en tant que robot, il n'a pas été conçu pour faire du mal aux humains. Plus tard dans la soirée, Jozicht se rend chez Robbie pour informer sa femme robot de la mort de son mari dans l'exercice de ses fonctions. Elle l'invite à entrer et lui offre du thé. Même si les robots ne peuvent pas le goûter, ils peuvent l'imiter. Elle lui dit qu'elle croit que les robots pourraient améliorer leur sens comme ceux des humains, ce qui l'aiderait plus tard à comprendre le plaisir de boire du thé. Elle essaie de lui faire comprendre qu'elle comprend la douleur en lui racontant son histoire. Elle a travaillé comme femme de ménage pour une famille humaine, s'est occupée de leur fils et de son chien, mais ce dernier a fini par mourir. Lorsque Jozicht lui demande si elle veut qu'il efface sa mémoire, elle insiste pour conserver les souvenirs de son mari. De retour au quartier général, Jozicht et ses supérieurs se penchent sur le cas de Lanck et se demandent pourquoi quelqu'un voudrait nuire à un tel défenseur des droits des robots. Jozicht sort sa puce mémoire et l'insère dans son ordinateur pour montrer que les objets en forme de cornes placés sous la tête de Lanck sont similaires à ceux trouvés près de la tête du Mont Blanc. Il suppose qu'un être humain n'aurait pas pu blesser le Mont Blanc et qu'il n'y avait aucune trace de présence humaine dans l'appartement de Lanck, ce qui laisse supposer que le coupable pourrait être un robot. Ses supérieurs ont du mal à le croire, car 8 ans se sont écoulés depuis le dernier incident où un robot a blessé un être humain. Jozicht prend congé en promettant de trouver le coupable, qu'il s'agisse d'un humain ou d'un robot. Le lendemain, il rencontre Reinhardt, qui se souvient de la gentillesse de Mont Blanc et du fait qu'il avait décliné l'offre d'ériger une statue de bronze en son honneur, estimant qu'elle gâcherait la vue panoramique sur les Alpes. Le Mont Blanc avait également demandé que son corps soit recyclé à des fins utiles lorsqu'il deviendrait de la ferraille. Pendant qu'ils discutaient, un présentateur de télévision a diffusé l'histoire de la vie de Mont Blanc, soulignant sa contribution au rétablissement de la paix dans le royaume de Perse et son amour pour tout ce qui touche à la nature, comme les arbres et les oiseaux. Reinhardt se dit convaincu que la mort du Mont Blanc n'est pas un accident, et il sait qu'elle n'a pas été causée par l'énorme tornade qui a conduit à l'incendie de forêt, comme l'affirment les rapports.
Il implore Josiste de veiller à ce que l'auteur de cet acte soit traduit en justice. Une fois de plus, Josiste a la vision de sang lors de son examen de maintenance régulier, ce qui le réveille. Hoffman, chargé de l'examen, lui assure que ses systèmes sont en bon état. Il mentionne que, malgré la croyance selon laquelle les robots ne se fatiguent pas, les robots conçus pour ressembler aux humains peuvent en effet ressentir de l'épuisement, et Josiste, qui en est un, a besoin de repos. Il sait que Josiste a du pain sur la planche pour résoudre les affaires du Mont Blanc et de l'Ankh, ce qui serait assez épuisant. Josiste demande alors si un humain peut s'infiltrer dans une pièce sans laisser de traces biologiques. Hoffman n'en est pas sûr mais promet de se renseigner et de s'excuser s'il ne peut pas fournir la réponse que Josiste attend. Après s'être habillé, Josiste évoque ses projets de vacances avec sa femme et le docteur suggère le Japon comme destination idéale. Josiste accepte d'en discuter avec sa femme et le docteur l'interroge sur ses rêves récurrents, exprimant son intérêt pour la compréhension des rêves des robots, mais Josiste reste silencieux à ce sujet. Hoffman dit alors à Josiste de venir lui parler de ses rêves quand il sera prêt, ce que Gecht accepte. En quittant le bâtiment, Josiste rencontre l'éboueur qui s'apprête à se débarrasser du corps de Robbie. Il demande à voir, et l'homme accepte, les qualifiant tous de déchets. Entendre le mot « ferraille » déclenche un souvenir fragmenté d'un vieil homme lui demandant de l'argent pour de la ferraille, mais le souvenir est incomplet. L'homme remarque l'expression troublée de Josiste et lui demande ce qu'il en est, ce à quoi Josiste répond que ce n'est rien. Plus tard dans la soirée, il retourne chez Robbie pour donner la puce mémoire de Robbie à sa femme. Celle-ci le remercie, mais avant qu'il ne parte, elle lui demande d'insérer la puce dans sa mémoire. Josiste la met en garde contre des souvenirs potentiellement douloureux, mais elle insiste. Il insère la puce en précisant qu'il l'enlèvera si elle commence à mal fonctionner. Elle apprécie les souvenirs, mais elle commence à avoir des problèmes de fonctionnement. Josiste demande à voir les souvenirs et elle lui montre une projection des derniers souvenirs de son mari. On y voit le toxicomane se faire arrêter par la police et attaquer le policier avant de s'en prendre à Robbie. Josiste s'excuse de lui avoir fait voir un souvenir aussi douloureux, mais elle lui dit que ce n'est pas ce qui a piqué sa curiosité. Dans le souvenir, Robbie a vu quelque chose dans le ciel qui l'a empêché de se défendre contre le criminel. Josiste lui demande de faire une pause et de zoomer, mais l'image est trop floue pour être distinguée. Il se demande pourquoi la police scientifique a manqué une information aussi cruciale, mais elle explique que sa capacité à la détecter est due à la puce qui lui a été insérée. Josiste en déduit que si l'objet mystérieux pouvait sauter d'un immeuble à l'autre, il n'était pas humain. La femme a ajouté qu'il ne s'agissait pas non plus d'un robot, ce qui a laissé Josiste perplexe. Pour en savoir plus sur l'affaire, Josiste se rend dans un centre de détention pour y rencontrer un prisonnier spécial. Après avoir vérifié l'identité de Josiste, le gardien lui fournit un équipement de protection contre les ondes électromagnétiques du robot qui pourrait interférer avec son intelligence artificielle. Cependant, Josiste rassure le garde en lui disant qu'il a été fabriqué à partir d'un alliage métallique spécial qui peut le protéger de ces ondes. Le garde l'incite néanmoins à la prudence, car 4 robots ont été victimes de ce prisonnier. Le prisonnier que Josiste était venu voir était un robot nommé Bro, qui avait été emprisonné pour avoir tué un humain il y a 8 ans. Bro demande pourquoi un détective robotique renommé comme Josiste est venu lui rendre visite, ou peut-être que Josiste veut lui demander ce qui lui est passé par la tête lorsqu'il a tué un humain il y a 8 ans. Josiste ignore la question et informe Bro de la mort de l'Ankh en lui demandant si elle peut être l'œuvre d'un humain ou d'un robot, et si c'est un robot, pourquoi aurait-il commis un tel crime? Bro explique que les humains ont examiné son intelligence artificielle à la recherche de défauts lorsqu'il a commis son meurtre, mais qu'ils n'ont rien trouvé. Ils ont eu peur parce qu'il semblait être un robot parfaitement fonctionnel qui avait choisi d'ôter la vie à quelqu'un. C'est pourquoi ils l'ont gardé enfermé si longtemps, alors qu'ils pouvaient facilement le désactiver en tirant sur la lance. Mais ils n'ont pas osé le faire. Bro prend contact avec Josiste et lui propose d'échanger des puces mémoire si Josiste veut en savoir plus. Au lieu de cela, Josiste lui montre des photos du Mont Blanc et de l'Ankh et lui demande s'il sait ce que représentent les cornes sur les 2 images. Bro mentionne un ancien dieu de la mythologie européenne connu sous le nom de roi cornu, associé à la mort. Dans la mythologie romaine, il y avait un dieu de la mort connu sous le nom d'Hadès, également appelé Pluton. Il suppose que la personne qui a commis ces meurtres avait probablement pour mission d'éliminer tous les robots spécialisés créés à l'aide de technologies de pointe et capables de devenir des armes de destruction massive. Josiste en fait partie, et il y a 6 autres robots de ce type que le tueur pourrait viser. Dans un coin tranquille de l'Écosse, un vieux compositeur aveugle nommé Sir Duncan vit dans un château, sous la surveillance d'un des robots spécialisés nommé Norse 2. Sir Duncan a du mal à créer de la musique sur son piano et reproche à Norse son manque de progrès. Malgré une hostilité initiale, Norse révèle son passé militaire et leur conversation révèle le ressentiment du compositeur à l'égard des machines modernes et de l'artificialité. Les efforts de Norse pour aider Sir Duncan à améliorer sa musique et à apprendre le piano par lui-même se heurtent à la résistance et à la colère.
Cependant, Norse persiste et apprend le passé trouble de Sir Duncan, notamment le fait d'avoir été abandonné par sa mère et d'avoir perdu la vue à la suite d'une opération chirurgicale réussie. La haine du compositeur pour sa mère repose sur un malentendu, car Norse découvre que c'est elle qui a réuni les fonds nécessaires à l'opération et qu'elle a toujours été à ses côtés. La découverte par Norse d'une mélodie perdue depuis longtemps dans le passé de Sir Duncan aide à rétablir leur relation, et le compositeur accepte d'enseigner le piano à Norse. Ensemble, ils trouvent le bonheur et l'inspiration créatrice. Cependant, un jour, Norse sent une menace imminente liée au Mont Blanc et se sent obligé de partir, tout en promettant de revenir. Norse sort, voit les nuages s'assombrir et s'envole vers le ciel. Sir Duncan sort, il sent le vent souffler et entend des éclairs, mais il ne sait pas ce qui se passe. Le ciel reste sombre tandis que les éclairs tombent en raison du combat entre Norse et une entité mystérieuse. Il y a une explosion massive dans le ciel, et les nuages sombres se dissipent peu à peu, mais tout ce que Sir Duncan peut entendre maintenant, c'est la chanson qui se répand dans le ciel, comme si Norse la chantait à distance. Il y a une dernière explosion lorsque Norse s'écrase au sol comme un météore, mais la chanson continue. Sir Duncan reste assis à l'extérieur, écoutant la chanson et attendant le retour de Norse. De retour au Japon, Jösicht s'approche d'un garçon vêtu d'un imperméable qui s'est arrêté pour aider un escargot à se mettre à l'abri. Ce garçon n'est pas un garçon ordinaire, c'est l'un des robots spécialisés nommé Atom. Pendant ce temps, le même jour de pluie au Japon, deux détectives, le commissaire Tawashi et l'inspecteur Nakamura, enquêtent sur une affaire mystérieuse impliquant la mort de Junichiro Tazaki, un expert juridique renommé qui a proposé des lois internationales pour les robots. Ils découvrent le corps de Tazaki pendu entre deux arbres, avec des branches en forme de cornes près de sa tête. Tawashi pense qu'il devrait interroger tous les groupes de lois anti-robots et se souvient de cas similaires avec des symboles de cornes. Des robots de la police scientifique examinent la maison de Tazaki à la recherche d'indices, et Tawashi soupçonne un robot d'être impliqué. Nakamura l'informe de cas similaires impliquant la mort d'un robot nommé Mont Blanc en Suisse et d'un humain nommé Lank en Allemagne, tous deux ayant des symboles de cornes près de leurs cadavres. Tawashi envisage de contacter les inspecteurs d'Europol chargés de l'affaire pour discuter de ces cas, mais il apprend que l'inspecteur Jösicht s'occupe des deux enquêtes. Jösicht et Atom se rencontrent dans un café où Atom observe un garçon avec un nouveau jouet. Ils discutent de la célébrité d'Atom et de son malaise d'être traité comme une idole. Au dessert, Atom fait semblant de manger en expliquant que cela l'aide à mieux comprendre les expériences humaines, ce qui surprend Jösicht. Leur conversation devient sérieuse lorsque Jösicht partage sa conviction que le tueur qui s'en est pris au Mont Blanc et à Norse 2 pourrait viser les 7 robots les plus avancés du monde. Et Atom pourrait être la prochaine cible, bien qu'il manque de preuves concrètes pour le prouver. Atom demande alors à Jösicht s'il peut lire sa puce mémoire pour y trouver d'éventuels indices liés à l'affaire qui auraient échappé à Jösicht. D'abord réticent en raison des informations classifiées et des données personnelles, Jösicht finit par confier la puce à Atom. Atom traite les informations et rend la puce à Jösicht, qui lui demande d'effacer toutes les données non pertinentes. Atom part brusquement aux toilettes, surprenant Jösicht qui lui explique que c'est une habitude qu'il a prise en essayant d'imiter les humains, mais quand Atom arrive aux toilettes, il pleure d'inquiétude pour Jösicht. Alors qu'ils se séparent, Atom demande à Jösicht s'il quitte le Japon immédiatement, ce que Jösicht confirme en précisant qu'il a encore du travail et qu'il doit parler à 3 autres robots spécialisés. Atom l'invite à lui rendre visite à nouveau et complimente la femme de Jösicht, ce qui choque ce dernier. Il se rend compte qu'Atom n'a pu le savoir qu'en lisant sa puce mémoire. Jösicht s'amuse à lui demander d'effacer cette information, puis Atom assure à Jösicht que tout ira bien entre lui et sa femme. Jösicht remercie Atom et prend congé, et Atom souhaite qu'ils se rencontrent à nouveau. Au siège de la police scientifique japonaise, Tawashi et Nakamura discutent de la mort mystérieuse de Tazaki par étouffement, sans aucune preuve claire des matériaux utilisés. Ils demandent une réplique en 3D de la maison détruite de Tazaki afin d'enquêter plus avant sur la scène. Atom les rejoint à l'improviste, surprenant Tawashi. Atom explique qu'il est au courant de l'affaire grâce à la mémoire de Jösicht, qui s'est souvenu d'affaires antérieures. En examinant les ruines, Atom remarque 2 tasses à thé brisées utilisées pour le thé vert et un anka, attirant l'attention sur le thé fraîchement infusé et les encas qui ont également été trouvés dans l'estomac de la victime. Atom soulève la question de savoir si un humain servirait du thé et des encas à un robot en visite. Il identifie également un couloir extérieur où la victime et une autre personne s'assoient pour admirer des fleurs, ce que les robots ne font pas puisqu'ils comprennent la beauté selon Tawashi. Atom souligne tous ces faits cachés pour réfuter les allégations de Tawashi selon lesquelles un robot est responsable des dégâts. Alors qu'ils étudient la possibilité d'un coupable humain, Tawashi émet des doutes quant à la capacité d'un être humain à provoquer la destruction d'une maison par une tornade. Il consulte les déclarations des témoins qui mentionnent tous une tornade dans la région. Atom demande alors à ce que le corps de la victime soit examiné, ce que Tawashi approuve malgré les objections initiales de Nakamura en raison du jeune âge d'Atom. Atom découvre une corne et a une vision liée à Jösicht où il rencontre Bro 1589 qui dit que l'agresseur s'appelle Pluton.
Atom observe des taches d'encre sur les mains de la victime, indiquant qu'il utilisait des stylos. Il se précipite vers les ruines et trouve des traces de pas menant au bureau de Tazaki, où une bouteille d'encre avec une tache correspondant à l'encre sur les mains de la victime suggère qu'il est à la recherche de quelque chose. Atom demande à ce que l'endroit le plus proche soit examiné, révélant des cartes de visite éparpillées, dont une avec une tache d'encre appartenant à un haut fonctionnaire. Atom rencontre Oshinomizu, un haut fonctionnaire. Atom demande à Oshinomizu s'il connaît Tazaki, et le docteur reconnaît connaître Tazaki en raison de son travail sur les lois relatives aux robots et de son récent décès. Atom pose également des questions sur Lank, qu'Oshinomizu admet connaître mais dont il apprend la mort par Atom. Atom lui demande ensuite où il a rencontré Lank, et Oshinomizu se souvient de leur rencontre lors de la commission d'enquête sur Bora pendant la 39e guerre d'Asie centrale. Atom révèle que la carte de visite recherchée par Tazaki appartient à Oshinomizu. Il s'inquiète du fait que quelqu'un puisse en avoir après le docteur, étant donné son implication antérieure dans la commission d'enquête sur Bora. Atom demande alors à Oshinomizu d'expliquer la nature de l'enquête Bora. Oshinomizu raconte que la commission d'enquête sur Bora a été créée en réponse aux soupçons selon lesquels le royaume de Perse possédait des robots capables d'effectuer des destructions massives. Ces soupçons étaient fondés sur les actions du dictateur perse Darius. Celui-ci maltraitait ses propres citoyens et violait les traités des Nations Unies en tentant de contrôler l'Asie centrale par la domination militaire. Les Nations Unies ont adopté un traité interdisant la fabrication de robots de destruction massive après que la Thrace a accusé la Perse de posséder de tels robots. La commission a été chargée d'enquêter sur ces allégations, même si la signification de Bora reste un mystère. Atom demande ce qu'il est advenu de Bora. Oshinomizu explique qu'aucun robot de destruction massive, comme le prétendait le président Alexander, n'a été trouvé en Perse. Atom demande alors pourquoi la Thrace a porté ces accusations contre la Perse. Oshinomizu révèle qu'on croyait que l'armée de robots avancés du royaume de Perse avait été créée par un scientifique de génie connu sous le nom de Goji. Cependant, personne ne connaissait le véritable nom ou l'apparence de Goji. La seule découverte faite a été une zone souterraine profonde sous une vieille mosquée remplie de piles de cadavres de robots. La Perse a prétendu qu'il s'agissait d'un site d'élimination des robots inutilisables, et la guerre a commencé peu de temps après ces événements. Dans un flashback à la fin d'une guerre, les robots spécialisés Brando, Mont Blanc et Hercule se trouvent dans une zone désolée, entourée de cadavres de robots. Ils discutent du nombre de robots qu'ils ont détruits pendant le conflit, Mont Blanc ayant le nombre le plus élevé mais sans le préciser. Mont Blanc s'interroge sur le but de leurs actions et se demande s'ils se battent vraiment pour la libération des robots. Hercule accède au réseau et apprend que le royaume de Perse est sur le point de tomber, avec Atom à la tête d'une force de maintien de la paix. Il remarque qu'Atom a la vie facile et lance une discussion sur leur véritable motivation et sur les personnes qu'ils devraient cibler et mépriser, alors qu'ils sont aux prises avec des humains qui attendent d'eux qu'ils comprennent l'émotion de la haine à l'égard d'un certain groupe. Dans le présent, Brando, devenu un combattant renommé, bat un autre robot dans une arène de combat et est célébré comme le plus fort. Après le combat, Jozicht va à la rencontre de Brando et le félicite pour sa performance. Brando attribue ses combats à l'expérience et à la chance. Jozicht ne croit pas à la chance, mais Brando lui dit que même si les robots ne croient pas à la chance, il pense qu'il est un homme chanceux. Il visite l'appartement de Brando, qui présente Jozicht à sa femme, Min, et à leurs enfants. Jozicht est surpris par cette scène de ménage mais accepte leur invitation à dîner. Pendant le repas, les jeux des enfants sont contrôlés par Min. Après le dîner, les enfants sont endormis et Brando s'assoit avec Jozicht pour discuter de la carrière de combattant de Brando et de leur adoption d'enfants grâce à la politique du système d'adoption robotisé mis en place il y a des années. Brando exprime son engagement à revenir sain et sauf des matchs pour le bien de sa famille, alors qu'il ne se souciait pas de son bien-être auparavant, et déplore les morts tragiques de Mont Blanc et de Norse 2. Brando propose à Jozicht de le raccompagner, mais ce dernier insiste pour prendre un taxi. Brando l'invite à lui rendre visite à nouveau, et Jozicht confirme qu'il a passé un excellent moment. Brando réfléchit aux joies et aux difficultés d'avoir des enfants. Cependant, Jozicht repense brièvement au vieil homme qui lui a demandé de payer les pièces détachées, ce qui amène Brandon à s'inquiéter de la soudaine titubation de Jozicht. Jozicht n'y voit que le résultat d'une trop grande consommation d'alcool. Ils se quittent, Brando assurant à Jozicht qu'il peut gérer la situation et lui demandant de l'appeler s'il a des problèmes. Au fond de lui, Jozicht espère silencieusement que Brando ne connaîtra pas le même sort que les autres robots. Le récit passe au robot spécialisé suivant, Hercule, que l'on voit dans une arène de combat en train de vaincre facilement un adversaire sous les acclamations de la foule. Il monte au sommet de l'arène, prenant sa pose emblématique, tandis que les commentateurs déclarent sa victoire. L'histoire passe ensuite à un monument d'Hercule et Jozicht en fait l'éloge. Cependant, Hercule exprime sa désapprobation, estimant qu'il gâche la vue du site classé au patrimoine mondial, mais qu'il a été construit malgré tout. Jozicht fait remarquer qu'il a regardé le match d'Hercule et qu'il a pu constater qu'il était toujours aussi fort.
Josiste propose de s'asseoir autour d'un thé pour discuter, mais Hercule refuse, déclarant qu'il ne s'engage pas dans de tels gestes humains. Il révèle qu'il est allé doucement avec ses adversaires lors des derniers matchs et s'interroge sur son incapacité à détruire ses adversaires comme il le faisait pendant la guerre. Josiste suppose qu'il s'agit peut-être d'une forme de compassion envers ses adversaires, ce qui amène Hercule à se demander si de tels sentiments peuvent être considérés comme une forme d'évolution. Brando, dans un moment de réminiscence du mémorial du Mont Blanc, est brusquement ramené à la réalité par la déception de ses enfants qui n'ont pas tenu sa promesse de les accompagner au zoo. Il prétend qu'il avait du travail, mais sa femme intervient pour prendre elle-même les enfants, exprimant sa désapprobation qu'il aille travailler et ne tienne pas sa promesse. Brando, portant sa combinaison de pancration, se dirige vers une falaise pour affronter Pluton. Il reçoit un appel de son mécanicien qui s'interroge sur sa décision inattendue de prendre la combinaison. Brando ment en disant qu'il a emprunté la combinaison pour se préparer à son combat contre Hercule, coupant court à l'appel et continuant son voyage vers le ciel inquiétant. Pendant ce temps, Atom et Ochanomizu sont dans une voiture, quand Atom demande à Ochanomizu qui, selon lui, est responsable des incidents de la fin, un robot ou un humain, ou peut-être les deux. Ochanomizu répond que le seul robot connu pour avoir tué un humain est Bro. Atom poursuit en demandant s'il y a des défauts dans l'intelligence artificielle de Bro, et Ochanomizu lui répond qu'il n'y en a pas. Atom se demande si cela signifie que Bro était contrôlé par un humain, mais Ochanomizu n'est pas en mesure de fournir une réponse définitive. Pendant ce temps, Brando est prêt pour son combat contre Pluton et porte sa combinaison de pancration. Une tempête sombre apparaît dans le ciel et Brando en est entouré. Pendant ce temps, Josiste et Hercule sont ensemble et sentent ce que fait Brando. Ils se connectent au même réseau et demandent à Atom de les rejoindre. La vision d'Atom est perturbée par la tempête et Josiste explique qu'il s'agit du réseau de Brando. Brando communique avec eux, leur demandant de garder le canal ouvert pour assister au combat. Ils ne peuvent voir la tempête que du point de vue de Brando et ne savent pas ce qui se passe. Josiste et Atom pressent Brando de battre en retraite, et Hercule repère la position de Brando. Il monte à bord d'une voiture volante pour le rejoindre. Le signal s'affaiblit et Atom demande à Ochanomizu la permission d'aider Brando. La situation s'aggrave pour Brando alors qu'il affronte. Leur conscience est entraînée dans la connexion, et ils voient brièvement les yeux de Pluton avant de perdre le contact avec Brando. Une énorme explosion se produit dans le ciel et Brando tombe dans l'océan. Brando revendique la victoire mais admet sa défaite personnelle. Hercule lui demande de s'accrocher et Brando regrette de ne pas être là pour le prochain match. Il prévoit d'envoyer les données du combat, mais transmet à la place des souvenirs de sa famille. Brando demande à Josiste de s'excuser en son nom auprès de ses enfants pour ne pas avoir tenu sa promesse de les emmener au zoo et lui exprime sa gratitude de les avoir avec lui. Josiste et Hercule arrivent à l'endroit où ils ont entendu Brando pour la dernière fois et voient une marée noire à la surface de l'océan. Hercule tente d'envoyer un signal mais ne trouve que des débris au fond de l'eau. Atom explique au groupe qu'il a remarqué quelque chose de mélangé aux signaux de Brando, qu'il identifie comme une IA hors de contrôle. Atom explique qu'ils peuvent appeler ce signal une douleur émotionnelle intense. Ce qui les surprend, car les robots ne sont pas censés avoir d'émotions. Le lendemain, la famille de Brando et quelques milliers de personnes se rassemblent pour pleurer Brando. Pendant ce temps, Hercule emploie des ouvriers pour tenter de récupérer les morceaux de Brando dans l'océan. Les ouvriers finissent par trouver quelque chose et dirigent Hercule vers cette chose, mais ce qu'Hercule voit, c'est la puce mémoire de Brando, mais aussi une disposition troublante des bras de Brando qui ressemble à des cornes. Cela suggère que le tueur est toujours en vie, ce qui rend Hercule furieux. La police japonaise était en plein chaos après qu'une tornade surprise a renversé un camion transportant 5 grands félins, comme des lions, des tigres et un guépard. L'inspecteur Nakamura était sur les lieux lorsqu'il a appris que les grands félins avaient été retrouvés. Lorsqu'il arrive sous le pont, il voit les animaux sauvages entourer un garçon en pleurs. L'équipe de secours est prête, mais ne peut utiliser ses armes pour éviter de blesser les enfants. Soudain, une jeune fille apparaît. Elle s'arrête à mi-chemin des animaux et leur demande de ne pas avoir peur et de venir à elle. Miraculeusement, les 5 animaux quittent le garçon en pleurs et se dirigent vers elle. Elle les réconforte, ce qui permet à l'équipe de sauvetage de protéger le garçon. La jeune fille, Uran, leur reproche d'avoir effrayé les animaux avec leurs armes. Au quartier général, ils interrogent Uran. Elle explique qu'en allant à l'école, elle a senti que les animaux avaient peur, c'est pourquoi elle est allée les chercher. La partie où elle a senti la peur des animaux à 3 km de distance ne les a pas totalement convaincus, mais elle a permis de résoudre la situation, et ils l'ont donc laissé partir. Atom vient chercher Uran, qui s'avère être sa jeune sœur. Alors qu'ils partent, Nakamura est informé de l'arrivée de leur invité. Il se précipite à sa rencontre. Pendant ce temps, alors qu'Atom et Uran s'approchent de la sortie, un agent de sécurité les empêche de passer par le portique de détection des robots et les dirige vers le portique de détection des humains. Atom, lui, insiste pour qu'ils passent par la porte des robots.
Le garde est confus et marmonne qu'il n'est plus capable de distinguer les humains des robots de nos jours. Alors que Nakamura accueille leur invité par la porte des capteurs humains, Atom sent quelque chose d'étrange chez l'homme. Mais il ne peut pas voir son visage correctement car Uran le distrait en lui parlant de faire des détours pour aller à l'école. Leur invité, Abula, est le chef du ministère des Sciences de la République de Perse. Il vient de rentrer au Japon pour une conférence, mais l'inspecteur Tawashi l'a invité au poste pour l'interroger sur Tazaki. Abula est la dernière personne à l'avoir vu vivant il y a 3 mois. Ils veulent savoir s'il a vu quelque chose d'inhabituel avant de partir pour l'aéroport. Abula félicite Tazaki d'être un homme bon mais dit qu'il n'a rien remarqué d'anormal. Tandis qu'Uran et Atom rentrent chez eux, Uran explique que les robots ressentent plus de choses que les gens ne le pensent, mais qu'ils ne peuvent pas exprimer leurs émotions. Elle montre qu'elle peut distinguer les humains des robots grâce à leurs expressions faciales. Atom l'interrompt en disant que l'homme qu'il a vu à la porte était inhabituel et qu'il ne pouvait pas dire s'il s'agissait d'un humain ou d'un robot. De retour à la station, Abula s'apprête à partir lorsqu'il déclenche le portique de détection des humains grâce à des pièces de machine qu'il possède depuis qu'il a perdu certaines parties de son corps pendant la guerre. Uran ressent soudain de la peur, mais Atom lui assure que les grands félins sont en sécurité. Cependant, elle explique que la peur qu'elle ressent maintenant est différente et trop faible pour en déterminer la direction. Pendant ce temps, à Central Park, une créature sombre et menaçante avec des protubérances en forme de cornes se profile dans les buissons. En Allemagne, Jozicht regarde la photo de famille de Brando mais l'arrange. Sa femme le rejoint sur la table et l'exhorte à cesser de s'en vouloir pour la mort de Brando. Jozicht accepte et propose qu'ils fassent un voyage ensemble puisque ses supérieurs considèrent que l'affaire est close et lui ont accordé un congé. Il propose d'aller au Japon et ils appellent l'agence de tourisme pour organiser le voyage. À leur grande surprise, la dame de l'agence leur dit qu'ils se sont déjà inscrits pour un voyage au Japon il y a 2 ans. Jozicht et sa femme sont déconcertés car ils ne se souviennent pas avoir organisé un tel voyage. Ils se souvenaient plutôt d'être allés à Madrid, en Espagne, et avaient même des photos de ce voyage. Cependant, ils se sont rendus compte qu'ils avaient pris trop de photos, ce qui est inhabituel pour des robots essayant de se comporter comme des humains. Leur mémoire semblait falsifiée et le fait qu'ils ne se souviennent pas s'être inscrits au voyage au Japon a éveillé les soupçons. Jozicht passe son examen de traitement du système et Hoffman lui assure qu'il n'y a rien d'anormal dans son système. Il conseille à Jozicht de se reposer et d'arrêter de se rendre responsable de la mort de Brando en l'oubliant. Cependant, les robots ne pouvant pas oublier, la seule solution serait d'effacer la mémoire de Jozicht. Lorsque Jozicht demande s'il existe des traces de l'effacement de ses souvenirs ou de l'insertion de faux souvenirs, Hoffman répond qu'il n'y en a pas et que ces opérations sont généralement effectuées dans des centres de correction à la demande d'un robot. Jozicht pense alors que quelqu'un a pu altérer sa mémoire, provoquant ainsi ses cauchemars. Hoffman, curieux de la demande de Jozicht, se rend auprès de ses supérieurs pour s'enquérir de toute altération inconnue de la mémoire de Jozicht. Le directeur lui dit de ne pas poser trop de questions, car tout ce qu'il doit savoir, c'est qu'ils ont beaucoup investi dans Jozicht. Le directeur lui demande de se concentrer sur le maintien de Jozicht et s'en va. Hoffman reste dans l'ignorance, voulant en savoir plus sur ce qui a été fait à la mémoire de Jozicht. Jozicht est appelé pour une autre affaire de meurtre dans laquelle la victime porte le symbole du klaxon près de son corps. Jozicht informe l'inspecteur qu'il s'agit d'un cas d'imitation. Il analyse rapidement la scène de crime et trouve des empreintes de pas et de doigts sur un tiroir. L'inspecteur Fersen remercie Jozicht et le raccompagne. Jozicht interroge le détective sur leur première rencontre, il y a 3 ans, lorsqu'il est revenu de la guerre. Ils avaient échangé des histoires de guerre dans un bar. Jozicht le remercie de l'avoir aidé à se remémorer ce souvenir et lui propose de boire un verre avec lui une autre fois. En rentrant chez lui, Jozicht se rend compte qu'il peut se remémorer des souvenirs datant de 3 ou 4 ans, pendant la guerre. Il se souvient notamment d'un homme en larmes qui, sur le champ de bataille, accusait son pays d'avoir largué la bombe qui avait tué ses enfants. Jozicht n'a pu que répondre qu'il était un robot. Un autre soldat a empêché l'homme d'attaquer Jozicht, et l'homme est retourné pleurer à côté du berceau de son enfant. Jozicht se souvient de ces moments, mais il se demande pourquoi sa mémoire d'il y a 2 ans semble perdue. Pendant ce temps, un homme nommé Adolphe discute avec sa femme du moment tant attendu où il pourra enfin récupérer le corps de son frère décédé, un ancien détenu. Le gouvernement a gardé le corps de son frère pendant 3 ans. Il se prépare à récupérer le corps et appelle le chef d'une organisation anti-robot à laquelle il appartient. Il veut fêter la nouvelle de la destruction d'un juge robot, dont il sait que l'association est responsable. Ils ont scandé « Mort aux machines » en signe de solidarité. Adolphe arrive pour récupérer le corps de son frère et demande s'il peut le voir. Le médecin responsable lui répond qu'il n'y a pas lieu de le faire en raison des graves blessures de son frère. Adolphe confirme que son frère a été abattu par un policier et le médecin justifie son geste comme étant légal et juste. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.